En 2025, Robert Bernard Pneus et Mécanique célèbre ses 75 ans. Fondée en 1950 à Saint-Paul-d'Abbotsford, l'entreprise a commencé avec une petite station d'essence et un atelier mécanique. Aujourd'hui, c'est un leader du secteur automobile au Québec avec 31 succursales. Dans cet épisode balado, nous recevons Steve Bernard, le petit-fils de Robert Bernard, désormais président de l'entreprise, ainsi que Patrick Labrec, vice-président. Robert est mort très jeune, à l'âge de 55 ans. De là, les 5 enfants ont hérité du commerce. Puis les 2 frères ont décidé plus tard de reprendre l'atelier, de partir ensemble, puis là, de décider d'avoir un aspect d'expansion. Donc, à ces années-là, Gérard devait avoir autour de 28 ans et Jocelyn, mon père, devait avoir 18 ans quand ils ont décidé de se mettre ensemble, puis d'acquérir les parts des 3 sœurs, parce qu'on parlait d'un atelier à Saint-Paul-d'Abbotsford, dans un village de 2500 habitants. Ouais. On ne parlait pas d'un atelier qui pouvait faire vivre 5 familles. RBC Banque Royale est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. On entre dans l'univers des pneus, mais aussi de la mécanique automobile aujourd'hui avec un nom qui est très connu dans la région depuis longtemps, Robert Bernard. Merci d'être là pour parler de cette histoire-là. Ça fait partie de notre patrimoine, je dirais, parce que même moi, enfant, quand on arrivait à Granby et puis qu'on voyait Robert Bernard, pour moi, là, c'était comme « wow », c'était comme positif. On arrivait bientôt à la maison et vous êtes là quelques générations plus tard et c'est toujours en vie. Puis même que dernièrement, vous avez comme eu une expansion incroyable avec une autre transaction. On en parlera un peu plus tard. Alors, c'est commencé comment cette histoire-là de Robert Bernard, pneus et mécanique? À l'époque, c'était aussi ça. Oui, c'est parti en 1950 par mon grand-père. Robert, justement, d'où vient le nom de l'atelier. Puis, en 1950, c'est ça, il a décidé de se lancer dans le monde des affaires du côté de l'automobile. C'était déjà quelqu'un qui faisait des affaires dans le voyagement de foin, des choses comme ça, vers les États-Unis avant. Mais il a décidé de changer d'orientation et de se lancer là, directement dans le monde des pneus. Puis, dans ce temps-là, la 112, là, que tout le monde connaît, comme étant le chemin principal de Sherbrooke vers Montréal. Fait qu'il y a quand même beaucoup là, de trafic sur cette rue-là. Puis, il a décidé d'ouvrir un poste à essence avec changement de pneus. Ça a commencé comme ça. Est-ce que, puis là, Patrick, t'es là aussi, t'étais pas là à ce moment-là encore dans la compagnie, mais c'est bien de pouvoir savoir d'où c'est parti et de voir aussi où est-ce qu'on en est maintenant. Est-ce que vous pensez que dans la vision de votre grand-père, Steve, il y avait comme cette envie de grandir, de pouvoir faire un commerce qui allait être connu partout, qui allait devenir aussi comme un leader en pneus automobiles, parce qu'aujourd'hui, vous êtes la plus grande compagnie là, dans ce sens-là? Je suis pas en mesure de dire si Robert avait cette vision-là. Faut savoir que j'ai pas eu la chance de le connaître. Robert est mort très jeune, à l'âge de 55 ans. Il a attrapé la leucémie, puis il nous a quittés. De là, les 5 enfants ont hérité du commerce. Puis les 2 frères ont décidé plus tard de reprendre l'atelier, de partir ensemble, puis là, de décider d'avoir un aspect d'expansion. Donc, à ces années-là, Gérard devait avoir autour de 28 ans et Jocelyn, mon père, devait avoir 18 ans quand ils ont décidé de se mettre ensemble, puis d'acquérir les parts des 3 sœurs, parce qu'on parlait d'un atelier à Saint-Paul-d'Abbotsford, dans un village de 2500 habitants. Ouais. On ne parlait pas d'un atelier qui pouvait faire vivre 5 familles. Puis, donc, ils ont décidé de prendre ce risque-là. Puis là, ensemble, on est rendu on a les dates ici, là, on est rendu, je pense, en 1973. Puis là, ils ont décidé de partir et puis de faire une ascension là, ensemble. Déjà en 1970, Pat, je pense que c'est 1970 que Gérard avait parti l'atelier de réchappage. Donc déjà en 1970, juste avant, Gérard avait parti son unité de réchappage qui s'appelait à ce moment-là Saint-Paul-Bendag. Oui. Donc, qui était sur le rang Fisk en arrière, un petit bâtiment là, où on faisait de la vulcanisation de pneus là, de camions, donc le réchappage. Là.
Puis, Le rechappage, juste pour situer, c'est comme si on répare des pneus, là. En fait, c'est de prendre des pneus qui sont usés, Oui. d'enlever la semelle, comme sur un soulier. Si on dit, hey, je change la semelle et je remets une semelle sur un soulier, on fait la même chose sur un pneu. D'accord. Donc, on n'attaque pas la carcasse de base, Ouais. mais on enlève toute la bande de roulement pour en appliquer une nouvelle, puis dire, OK, on est prêt à repartir. Oui. C'est un super de beau procédé, un procédé super écologique. Puis aujourd'hui, avec les techniques qu'on utilise, on aura peut-être la chance d'en parler plus tard. C'est super sécuritaire, là. C'est des pneus, quand on décide de les sortir de nos usines aujourd'hui, c'est en bas d'1% de taux de défectuosité. Donc, on n'a pas de problème. La plupart des gens pensent que tous les pneus qu'ils voient sur le côté de la route, c'est des pneus réchappés qui n'ont pas fait la job, là. Mais c'est vraiment pas le cas. C'est autant mythe. des pneus neufs. Oui, c'est un mythe. Aujourd'hui, là, c'est vraiment autant des pneus neufs que des pneus réchappés. Puis dans ces années-là, d'avoir eu cet atelier de travail-là, c'était quand même... vous étiez comme les seuls. Ils étaient les seuls, pas mal, dans la région? Dans la région, oui. Mais il y avait d'autres petits réchappeurs. Faut se rappeler aussi que la grosseur de ce que c'était dans le temps, on est dans le trait manuel, dans la bâtisse à Saint-Paul, là, ça doit avoir 2000 pieds carrés maximum là-dedans, avec des bureaux de la production, de la cuisson, il y avait tout. Là. Fait que on est vraiment ailleurs là, si on compare à l'usine qu'on a ici à Granby, là, qui aujourd'hui, c'est plus de 100 000 pieds carrés pour l'usine de réchappage. Oui, quand même. Juste peut-être pour renchérir sur ta question tantôt sur la vision, s'il y a quelque chose, je crois, que M. Bernard a transmis de génération en génération, c'est que la grosseur n'a jamais été l'importance, mais la qualité des services rendus, le service à la clientèle. La journée que l'entreprise allait être ouverte, si on écoute les récits de Gérard et de Jocelyn, à la base, c'était pour donner un service. Jamais ça a été de dire, je crois, je vais être le plus gros. Non, c'est ça. Si je deviens, je le deviendrai, mais l'objectif, ça a tout le temps été de travailler envers le service et ce qu'on peut donner à la clientèle. Puis ça, on le garde dans nos valeurs où demain matin, oui, on grandit, mais on ne veut pas grandir à une vitesse où on oublie nos origines, on oublie nos valeurs. Fait que c'est important pour nous là, de rester sur le plancher, là, justement, puis de comprendre tout ça. Là, parce que ça pourrait être facile demain matin de grandir très vite et de perdre tout ça de vue. Tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense que cette valeur-là, elle est impliquée dans votre façon d'évoluer parce que votre diversité revient à servir le client aussi et de répondre aux besoins. Au bout de la ligne, ça revient toujours à la même chose, peu importe les divisions qu'on a, que ce soit des gros pneus miniers, des carrières, la mécanique automobile, un fermier, des pneus d'auto. À la base, il y a un client, il y a des besoins, il faut les comprendre, puis respecter ces besoins-là, puis offrir les produits ou les services qui sont en lien avec ça. C'est ce qui fait, dans le fond, le succès de un peu ce qu'on est. Oui. Mais ça reste quand même de l'écoute envers de la clientèle, puis c'est comme ça qu'on réussit à offrir des bons services et des bons produits. Oui, tout à fait. On va y revenir tantôt sur l'évolution aussi de l'industrie. Ça a beaucoup changé et évolué. Est-ce que, Steve, ton père avait repris ça assez jeune quand même comme commerce? Toi, tu as grandi en entendant toutes les conversations probablement de job, comme on dit, autour de la table peut-être. Est-ce que pour toi, c'est quoi ces souvenirs-là? C'est de voir un père passionné, un père impliqué, un père comment? C'est une super belle question. En fait, ça dépend de quel angle on le regarde, là, mais ce que j'ai surtout vu, c'est qu'il fallait y mettre de l'énergie, de la passion, puis de vouloir avancer, puis qu'il n'y avait pas de fin. C'était quelqu'un, Jocelyn, là, qui travaillait. Là, moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, devait commencer le matin à 7 h, il venait souper, il arrivait à 5h30, à 6h30, il retournait travailler, il revenait de la maison à 9 h. Il travaillait le samedi, il travaillait le dimanche avant midi. C'était comme ça, puis il avançait. Par contre, c'est quelqu'un qui a toujours été super présent. Il a eu la chance de pouvoir peut-être, je vais dire, bâtir ses horaires. Fait qu'il nous accompagnait partout, il nous poussait dans le sport, il nous avançait. Mais pour répondre peut-être plus précisément à la question sur, je dirais, l'entreprise, sur les... C'est une grande chance que d'avoir quelqu'un qui a déjà été entrepreneur avec nous parce que sans le savoir, on a un coaching personnalisé à tous les jours sur comment ça se passe. T'entends toutes sortes de conversations, tu l'as dit, Mélissa. Toute l'information qu'on a la chance de recevoir, puis de voir, puis des réflexions qu'ils ont parce que des fois, ils sont à table, des fois, ils sont ensemble, puis on a la chance d'être là où ce qu'on devrait... normalement peut-être pas assister, mais que par la force des choses, on est là. Donc, ça nous permet de voir le module de réflexion, tout ce qu'il y a en arrière, pas juste « Hey, c'est beau, ça a été facile, c'est réussi », mais
tout ce qui vient en arrière. C'est ça. Donc, oui, je pense que c'est une grande chance que de pouvoir naviguer avec eux là-dedans tous les jours, puis de voir des gens passionnés, tu sais, de dire, hey, on va aller plus loin, puis pourquoi plus loin, puis que, juste parce que c'est le fun, puis parce qu'on sent qu'on réussit, puis que nos clients ils sont contents, puis qu'on réussit à mettre nos employés heureux, puis que, on va continuer d'appliquer notre recette, puis d'aller encore plus loin. Ouais. Fait que c'est surtout très motivant, je vais dire, d'avoir cette chance-là. Oui. Puis est-ce que tu te rappelles le moment où est-ce que tu t'es dit, moi aussi, je vais faire ça? Oui. Oui. Ça a été très tard parce que en tant que, malgré que c'était un entrepreneur chevronné, puis ainsi de suite, il nous a jamais poussé à reprendre l'entreprise. Donc, c'était beaucoup, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. Vous allez passer énormément de temps là-dedans. Donc, fait qu'on a eu la chance d'aller étudier. Puis après ça, moi, c'était à l'université que le déclic s'est fait. J'ai perdu beaucoup de temps au cégep. Je n'étais pas un étudiant modèle. Fait que ça confirme qu'on n'a pas besoin d'être un étudiant modèle pour continuer de graver des échelons. Par contre, j'étais un passionné. Puis cette passion-là s'est développée après avoir justement fait 2 demi-sessions au cégep, puis d'avoir travaillé entre-temps dans l'entreprise. Oui. Puis de retour vers l'université, là, j'étais en mesure d'appliquer vraiment ce que je recevais à titre de compréhension concrète. Puis j'ai eu la chance de le faire avec des certificats. Fait que j'avais des gens d'entreprise qui étudiaient avec moi et non des étudiants. Donc, on parlait business à tous les jours. Puis ils expliquaient des cas réels puis des choses comme ça. Moi, j'étais tout de suite capable de le rapporter à ce que je venais de vivre depuis quelques mois. Là, la passion, elle a vraiment commencé à lever puis à dire, OK, là, je trippe. Ça me fait vraiment tripper. Wow. Là, ça touche une corde sensible. J'ai envie d'en apprendre plus. Puis là, comment je fais, puis ainsi de suite. Puis là, de fil en aiguille, là, ça l'a vraiment débloqué. J'ai toujours été intéressé par le monde de l'automobile, mais à un certain niveau, je comprenais pas ce que ça pouvait vouloir dire que d'être un gestionnaire puis un entrepreneur, malgré que j'avais eu, ce que je disais tantôt, la chance d'apprendre beaucoup. Ben oui. Mais les choses qui nous apprennent pas des fois, puis on en a parlé, on parlait de ça, Pat puis moi, hier, c'est souvent nos parents essayent de nous protéger de tout ce qui est difficile, fait qu'ils ont plus tendance à parler de ce qui est dur, plutôt que de la raison pour le quoi ils le font, puis qu'est-ce qu'ils font triper en arrière de ça. Parce que malgré que c'est difficile, tous les emplois sont difficiles. Peu importe dans lequel tu vas choisir d'aller, si tu es passionné, tu peux décider d'aller être avocat, tu vas travailler des heures de fou, tu vas lire, tu vas devoir te défoncer. Puis là, j'en ai choisi un. Il y en a des multitudes, il n'y a pas de sous-métier. Ils sont tous difficiles si tu y mets du tien et tu as envie de réussir. Exact. Fait que le bout qu'il faut, je vais dire pas négliger, c'est qu'ils n'ont pas eu ils n'ont peut-être pas pensé à nous partager tout ce qui était beau dans ce métier-là. Fait je l'ai appris un peu plus tard, puis là, c'est venu après l'université. Oui, c'est ça. Oui, probablement que c'était aussi une façon, quand on est à la maison, j'imagine, comme entrepreneur, c'est là qu'on peut un peu plus souffler, ou du moins laisser passer peut-être les émotions plus stressantes et tout ça. On le fait pas tout le temps au travail, on le fait plus dans notre petit cocon. Fait que c'est peut-être ça qui est arrivé aussi de ton côté. Patrick, comment t'es arrivé, justement, là, t'es à la vice-présidence de l'entreprise. T'es arrivé comment? Moi, je suis arrivé en 2003 dans l'entreprise. Dans le fond, moi, je suis le conjoint de Kim Bernard, la fille de Gérard Bernard. Je suis arrivé dans la vie de Kim début des années 2000. Puis, moi, je travaillais pour une multinationale dans l'automobile. Je m'occupais d'usines de fabrication d'autobus un peu partout au Canada. Fait que je me promenais beaucoup. Puis, évidemment, là, quand j'ai rencontré ma conjointe, me promener au Canada, elle, son père avait une entreprise ici à Saint-Paul-d'Abbotsford. Ouais. Puis, de fil en aiguille, on a décidé de revenir vivre à Granby. Puis, j'ai eu une maladie grave début des années 2000. Puis, comme toute maladie grave, après ça, le lendemain, c'est comme un peu une remise en question sur ta vie, ce que tu voudrais faire. Puis, j'ai donc décidé d'arrêter de travailler complètement pendant presque 1 an. Puis, j'avais jamais eu de discussion avec Gérard là, par rapport à l'entreprise. Il faut comprendre que moi, je suis pas originaire de la région. Je suis originaire de Matagami, la région où on vient de faire une acquisition. Donc, pour moi, Robert Bernard, ça fait pas partie de mon patrimoine quand j'étais petit. Je connaissais pas ça du tout. Quand je suis déménagé à Granby, c'était Avila Bernard. Donc, c'était même pas Robert Bernard. Fait que de fil en aiguille avec Gérard, là, à un moment donné, dans un souper, me demandait pourquoi
pourquoi je viendrais pas travailler chez PRB. Puis c'est drôle, ça a comme allumé une lumière qui a fait que j'ai commencé à Saint-Hyacinthe, un commerce que Jocelyn et Gérard venaient de faire l'acquisition. Fait que j'étais allé travailler à ce commerce-là pendant 1 an et demi, peut-être 2 ans. Puis après ça, là, c'est là que j'ai embarqué. C'est là que ma relation avec Steve a commencé. Il faut comprendre que moi et Steve, avant 2002-2003, à part savoir que c'est le cousin à ma conjointe, on a une certaine différence d'âge, donc on se côtoie pas du tout, à part peut-être d'un souper de Noël ou de quoi. Oui. Fait que 2004, là, on commence officiellement à travailler ensemble. Plein de projets. C'est là que la distribution a commencé. C'est là que je vous dirais que notre fit de personnalité, c'est un peu là qu'on a appris à travailler ensemble. Puis c'est un peu ce qu'on dit à la prochaine génération qui pousse en arrière. L'humilité fait partie de nos valeurs, mais cette humilité-là, on la vit à tous les jours parce que quand tu es 2 à diriger une entreprise, c'est pas vrai que tu peux toujours gagner ton point. Puis c'est pas vrai que même si ton point des fois est meilleur, il faut t'apprendre à laisser aller. Pour ceux qui ont des couples, c'est pas tant différent d'une vie de couple. Il y a juste certaines choses qu'on fait pas ensemble. mais c'est un peu le même concept. Là. Fait que moi et Steve, là, on a appris à vivre des succès, des échecs. On en a eu quelques bonnes tapes sur le nez où on a appris beaucoup. Puis c'est ça qui est le fun de Gérard puis Jocelyn, qui sont un peu comme nos mentors aujourd'hui. On est très bien soutenus. Quand on vit un moment difficile, ils n'arrivent pas avec des claques ou des réprimandes. Ils sont plus dans le modèle on va t'aider à te relever, tu vas comprendre de tout ça. Puis dans la vie, on apprend de nos erreurs. Fait que ce que Steve dit de sa jeunesse, moi qui est arrivé plus tard, c'est la même chose. Il nous traite toujours comme ça. Puis Gérard et Jocelyn, si on parle aux gens qui ont travaillé pour eux pendant des années, les gens ont un énorme respect parce qu'eux ont toujours été durs comme ils étaient durs envers leurs enfants, mais c'était comme ça envers les employés parce qu'ils veulent que les gens soient bons. Ouais. Ils veulent pas que t'aies un échec, fait qu'ils t'aident. Mais ils te chicanent un peu comme ils chicaneraient les enfants, fait qu'évidemment, des fois, le bout est moins... mais c'est très positif, là, fait que c'est un peu mon cheminement, là, mon entrée dans la vie Robert Bernard. Oui. Là, on comprend que toi, la vie t'a amené ici et tout ça. Pour toi, Steve, tantôt, tu dis ça s'est décidé à l'université, mais avant, y avait-tu un autre domaine qui t'intéressait? Quand j'étais plus jeune, longtemps, j'ai pensé que je finirais par être architecte ou avocat. Ça, c'est mes parents, je dirais, plus parce que j'étais tout le temps en négociation avec eux autres. Mais sinon... mais on a remarqué que dans l'entrepreneuriat, ça pouvait être utile. Fait que je pense que ce côté-là est resté avec moi, mais ça s'est développé au fil du temps. Mais j'adorais dessiner. Je suis très dans l'aspect, je vais dire... comment je pourrais dire, mathématiques. Oui, mathématiques, cartésien, ces choses. Oui. Donc, ça m'intéressait, ça m'interpellait. Puis, mais finalement, aux études, ça s'est transféré vers l'entrepreneuriat. Puis là, j'ai vraiment découvert une passion. Là. C'était beaucoup plus fort que le dessin ou la création de plans. C'est resté quand je me suis bâti, j'ai eu bien du fun, mais, c'est ça. Mais c'est tout. Ça dure un temps. J'aimerais aussi vous entendre parce que vous parlez de la prochaine génération. On va y revenir plus tard, mais comme entrepreneur, c'est quoi la part que vous décidez de gérer par rapport à la famille? On parlait de ton père tantôt, Steve, qui était comme tout le temps là pour vos sorties, mais en même temps, il y avait des horaires incroyables. Est-ce que vous vous sentez comme ça, même en 2025? Pas pour ma part, honnêtement. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on dirige une entreprise, mais on est vraiment... Puis là, je vais faire le parallèle à une équipe de hockey. Le coach, il coach, mais il marque pas de but, il arrête pas à la rondelle, il fait rien de tout ça. Nous, on est un peu là-dedans. Là. On est rendu aujourd'hui avec une équipe de direction qui est hyper solide avec nous, qui participe à toutes les grandes décisions de l'entreprise, qui nous aide énormément dans tout ce qui est journalier. Fait que cette pression-là, oui, on l'a. Personnellement, moi, je pense que c'est très personnel. Je me mets une plus grande pression que ce que la famille me demanderait. Oui. Souvent, c'est plus je pense, un concept de vouloir performer. Puis hier, on avait une rencontre avec les gens de la 4e génération. Puis c'était un peu ce qu'on leur disait. Tu sais, à un moment donné, il vient aussi un bout où que quand tu fais une erreur, exemple, avec ton argent personnel, tu fais un mauvais placement, une mauvaise décision, tu peux garder ça pour toi, puis c'est correct, personne ne va en être au courant. Là, demain matin, quand tu gères une entreprise qui appartient à une famille,
Puis une famille ou même des actionnaires externes, Oui. il y a des gens que tes décisions vont affecter directement les dollars dans leur Ouais. propre dans leur poche personnelle. Fait que tu sais, je pense que cette pression-là, moi, dans mon cas, m'affecte un peu plus. La pression de performer, d'être bon au bureau, d'être tout ça, je pense que tout ça, c'est juste commenter. Quand tu veux que ça fonctionne, ben ce qu'on essaie de démontrer, c'est parle moins, fais-en plus. Démontre ce qu'on est capable de faire. Mhm. Puis pas juste avoir des belles paroles. Fait qu'on travaille vraiment dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une pression. Là, et c'est convaincu qu'il y en a une. Demain matin, si tu travailles pour quelqu'un dans lequel tu n'as Tout aucun à lien, fait. quand tu t'en vas à 5 heures, c'est fini à 5 heures, puis on n'en parle plus. C'est vrai. Versus demain matin, quand c'est une famille en affaires comme nous, ben t'as certains comptes à rendre. On a des comités de famille. On va démontrer ce qu'on a fait, ce qu'on a mal fait. Puis là, ben il faut que tu sois encore une fois très humble. Parce que quand tu t'es planté, tu t'es planté. Oui, Puis oui, faut oui. le dire. Fait que, La transparence. exactement. Ouais. L'intégrité, tout ça. Mais de dire qu'il n'y a aucune pression, je te dirais que ça serait mentir. Puis aussi, plus l'entreprise grandit, plus cette pression-là, elle est présente. Oui. Évidemment, plus c'est petit, on dirait que ton erreur est moins grande. Oui. Aujourd'hui, à 31 commerces comme on a, à l'usine de réchappage et tout ce qu'on possède, on a quand même un parc immobilier qui est assez impressionnant. Là, tes décisions, des fois, tu n'as pas envie d'en prendre une mauvaise puis d'être obligé d'expliquer tout ça. Mais de l'autre bord, c'est ça, être entrepreneur. Faut que tu prennes des décisions. Mhm. Puis on aime bien ça se dire qu'on ne demande pas à nos enfants d'avoir 100% à l'école parce que ça serait de leur demander quelque chose d'inatteignable. On va se donner une bonne note. Fait que si on est capable de jouer dans les 85 Oui, toute c'est ça. l'année, je pense qu'en tant que parent, on est content, puis en tant Ouais. qu'entrepreneur, on est content aussi. Oui, tout à fait. Et toi, Steve, comment tu gères ta conciliation travail, famille, entrepreneur? On essaie de faire au mieux possible. Je te dirais que c'est à tous les jours, on essaie de concilier le mieux possible. Tu sais, aujourd'hui, on a plein d'avantages qu'on n'avait pas dans le temps quand j'ai parlé de Jocelyn par rapport à moi. Tu sais, lui, c'était au bureau tout le temps, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a la capacité de dire hey, aujourd'hui, je vais faire du télétravail parce que faudrait que je termine pile à 5 heures pour aller chercher. Ben, j'ai pas le voyagement à faire cette journée-là. Puis comme on le dit, notre présence dans un commerce aujourd'hui, elle n'est pas requise. Donc, je peux être à la maison puis faire autant de travail que dans le passé. Il aurait absolument fallu que je sois au bureau pour réussir à faire ces tâches-là. Ça aide énormément. Ma conjointe aussi, qui a un horaire un peu plus flexible, ben on réussit et je trouve à bien s'organiser dans tout ça. C'est sûr que ça aide, mais la vie d'entrepreneur reste aussi avec ses réels défis où ce que quand on porte une acquisition comme on vient de faire là, ben c'est sûr que là malheureusement c'est pas malheureusement, on doit se déplacer plus. Fait que dans l'aspect familial, c'est sûr que là ça prend un conjointe qui est capable de donner de la latitude un peu parce que là on va être un petit peu moins présent pour les enfants puis on va essayer de le faire différemment pour que ça fonctionne bien. Là, présentement, moi, dans mon cas, je réussis à partir plus tôt pour essayer de terminer plus tôt. Mes enfants sont plus jeunes. Ça me donne un petit peu ce break-là. Mais sinon, là, je dirais que c'est comme ça qu'on essaie de s'arranger. Oui. Moi, j'ai un gros avantage. Moi, mes enfants sont à l'adolescence et 18 ans. Donc, mettons, ma présence est vraiment moins requise à la maison. Là. Le nom Bernard dans la région résonne parce que, tantôt, j'évoquais quand j'arrivais à Granby, mais là, on parlait d'Ovila Bernard. Finalement, ça, c'est pas Robert Bernard. Les débuts, c'était en 1950, mais à Saint-Paul d'Abbotsford. Exactement. Exact. Mais c'est qui Ovila Bernard par rapport à votre histoire? En fait, c'est parti avec 3 frères, mais qui n'étaient pas ensemble. Donc, ils sont vraiment partis chacun de leur côté. Puis Robert, qui était mon grand-père à Saint-Paul d'Abbotsford. Ovila, qui a démarré une entreprise qui s'appelait Ovila Bernard à Granby sur la rue principale. Oui. Puis Grégoire, qui avait parti Saint-Hilaire et qui a par la suite eu Saint-Hyacinthe aussi. Oui. Donc, les 3 frères, mais qui étaient indépendamment un de l'autre. C'était pas une entreprise, c'était 3 entreprises. Mais distinctes. dans le même domaine, quand même. Il faut dans le même dire, domaine. là. C'est Exactement. quand même remarquable. Mais à un moment donné, Robert Bernard a acheté donc Ovila Bernard. Ça, c'est comme arrivé dans une de vos acquisitions en premier, là. En 97. C'était la première acquisition, je vais dire, entre frères.
que M. Bernard Robert Bernard a fait l'acquisition de Ovila Bernard à Granby. Oui, OK. Mais là, depuis ce temps-là, expliquez-moi, parce que là, vous êtes président, vice-président de Robert Bernard, pneus et mécanique, OK? Mais à travers tout ça, il y a aussi des parts que vous avez, entre autres, dans Unimax. Parlez-moi un peu du schéma d'entreprise que vous avez. Oh là, il faut être prête, hein? Mais J'adore. non, si on reste assez simple. Pour pas mélanger personne, Unimax, c'est le propriétaire et le banniériste du nom .S. Donc, quand vous voyez des .S dans l'univers du Québec au complet, c'est plein de familles. Donc, Robert Bernard est une des familles qui utilise le nom .S pour son réseau de magasins. Donc, nous possédons aujourd'hui, avec la nouvelle acquisition, 31 ateliers qui sont tous .S. Donc, fait qu'on a des parts dans cette entreprise-là qui détient les noms de .S et le nom de distribution Stocks. Donc, on acquérit nos pneus automobiles et camionnettes de cette entité-là de distribution qui nous vend nos pneus. D'accord. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a un lien là avec ces compagnies-là. Exact. Et toi, avant d'arriver chez Robert Bernard, t'as fait Robert Bernard, mais tu t'es promené aussi dans d'autres univers, d'autres familles de pneus, si on veut, avant de revenir. Donc, tu as eu une expertise assez diversifiée aussi. En fait, je vais peut-être corriger de la façon dont tu le dis. Oui. Je suis toujours resté dans Robert Bernard, OK. mais on avait plusieurs volets à notre entreprise. Donc, on a le volet de nos magasins de détail, mais on avait nos volets de distribution par le passé. Donc, quand on dit que j'ai visité autre chose, c'est que j'ai travaillé dans la distribution des pneus pendant bien des années. Sur un nom qui est terminé par s'appeler Distribution Stocks aujourd'hui, mais par le passé qui est passé par Distribution PRB et Distribution Pneus RT. Donc, c'est simplement une évolution de cette entreprise-là. Puis, on a fini par vendre toutes nos parts directement de notre entreprise de distribution en 2015, si je ne me trompe pas, ou 2015? 15-16, la date exacte. Mm-hmm. Juste pour pas. Puis, c'est ça. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans du côté de la distribution. Mais encore toujours pour le groupe Robert Bernard. Là, jamais dans une autre famille, si on peut dire. Oui. Est-ce que Patrick et Steve, vous pouvez me raconter un peu, on le voit dans différentes sphères d'entreprise, qu'il y a eu une évolution, que ce soit l'arrivée d'Internet, l'arrivée de tout. Vous, mettons qu'on parle au début en 1950, vous n'étiez pas là, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans votre marché qui vous ont aidé à l'évolution de ce que vous faites comme entreprise? Ben moi, je suis un peu plus vieux. Ma conjointe qui a travaillé dans sa jeunesse dans l'entreprise, on avait un système qui s'appelait le Cardex. Le Cardex, là, c'était notre système de gestion d'inventaire. Fait que je vous laisse imaginer ce que ça pouvait être si le Cardex existait encore aujourd'hui. Évidemment, comme toute belle entreprise, là, l'avenue de l'informatique nous a aidés grandement. Le nombre de produits aujourd'hui là, qu'on a à gérer, là, vous donner une idée, en 1950, il devait y avoir 4 ou 5 grandeurs de pneus. Aujourd'hui, il peut en avoir plus de 12 000 numéros de produits qu'on peut avoir à gérer. Fait que pour comprendre la complexité qui s'est passée. Fait que c'est sûr que l'informatique a été comme un grand changement. Les technologies dans le monde du pneu, c'est un peu bizarre, mais si on prend le camionnage, c'est pas énorme. Quand on regarde là, les grandeurs qui roulent aujourd'hui puis les produits, il y a beaucoup de produits qui changent. Visuellement, on les voit pas. Quand tu regardes un pneu, là, exemple de traction sur un gros camion lourd, les pneus se ressemblent encore beaucoup. C'est beaucoup dans la technologie là, des composés de caoutchouc, le Kevlar. C'est plus là-dedans là, qu'on va voir là, qu'il y a eu des grosses avancées technologiques que nous, on ne peut pas voir en tant qu'humains. Évidemment, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit quand tu achètes un pneu, ce que tu vois, là, c'est seulement 25% de la performance des pneus. 75% est dans ce que tu vois pas. Puis c'est les composés de caoutchouc, parce que tu pourrais faire 2 pneus complètement identiques, mais avec des caoutchoucs différents. Il y aurait une très grande différence là, dans la performance. Fait que je vous dirais que
moi, ce que je peux voir, en tout cas l'informatique, là, je peux juste imaginer ce qu'on aurait à faire aujourd'hui avec des papiers et des crayons. Là, ça serait impressionnant. Ce serait impressionnant. Steve connaît plus le développement technologique là, direct. Oui, mais tu sais, je dirais que dans les dernières années, c'est comme dans n'importe quel marché, l'avenue d'Internet est venue un petit peu, je dirais, chambouler la façon dont ça se faisait, tu sais, le price point, donc le prix au consommateur, toutes sortes de choses comme ça. Les gens, aujourd'hui, sont plus renseignés, donc ils savent plus qu'est-ce qu'ils veulent, puis, tu sais, ça, c'est des points qui ont vraiment évolué parce qu'ils ont plus accès, puis c'est super parce que quand ils viennent, ils savent ce qu'ils recherchent, ainsi de suite, puis des fois, ben là, il s'agit juste que, bon, on s'entend, ils connaissent pas quand même tous les pneus. Ils font affaire avec des blogs ou des choses comme ça. Puis là, ils viennent nous voir, puis on finalise avec eux là, leur plan de décision en fonction de « OK, j'avais peut-être cette idée-là, mais peut-être qu'avec ce que vous nous dites, j'irais peut-être plus vers celui-là. » Parce que les pneus restent tout de même un monde de compromis. Il n'existe pas le pneu qui fait la meilleure traction, le plus de millage, le plus de confort, puis le plus de performance quand j'ai envie de rouler vite, même si on n'est pas supposé avoir le droit. Mais ça n'existe pas. Donc là, c'est vraiment plus lesquels de ces choix-là sont plus importants pour moi en tant que consommateur, puis là, de les guider. Donc cet aspect-là est vraiment, vraiment important. Puis après, ben là, on a toutes sortes de sphères. Tu sais, dans Robert Bernard, on parle souvent de pneus et mécanique. Fait que la plupart des gens vont voir les automobiles puis les camionnettes. Faut savoir que chez Robert Bernard, c'est probablement 30% de notre volume d'affaires. Okay. L'automobile et la camionnette. Fait que je suis content de voir la même réaction que je vois toutes les fois que je le dis à quelqu'un. Ben oui. Donc, une très grosse partie de notre entreprise, c'est le poids lourd. Donc, le vendre à des pneus, je veux dire, de 10 roues, 12 roues, les transporteurs. Puis ensuite, une autre très, très grosse portion de notre volume, c'est tout ce qui s'appelle génie civil. Donc, génie civil, OTR et puis minier. Donc, pour la plupart des gens, quand je dis ça, là, imaginez un gros, là, je vais dire loader, donc une chargeuse là, qui déneige les rues, excusez-moi. Exemple, Caterpillar ou des choses comme ça, là, ou John Deere. Gigantesque, là, avec des pneus que quand on est debout, ils nous dépassent. Oui. Bon, mais ça, on entre dans le monde du OTR, génie civil et puis minier. Oui. Donc, minier, on s'entend. Là, c'est vraiment un autre complètement, là, mais ça fait toute partie de ce que nous, on va appeler le hors-route. Okay. Donc, toute la division hors-route. Puis, on a la division ferme. Donc, tout ce qui s'appelle pneus de ferme, là, tracteur, ainsi de suite dans les champs, puis ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même assez diversifié. La plupart des gens le voient comme juste l'atelier automobile mécanique, mais c'est vraiment juste une portion de notre entreprise là, qu'on voit sur cet angle-là. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que probablement que les gens, quand ils vont pour eux, ils voient d'autres voitures, d'autres camionnettes, mais tout ça est ailleurs, se fait ailleurs, donc. Dépendamment. Non, ça se fait directement. Non, il y a quand même beaucoup de travail qui se fait dans les mêmes commerces, surtout, exemple, le poids lourd. Oui. Quand on va aller vers la ferme ou le génie civil, ben là, on se déplace. On a une flotte de camions aujourd'hui, là. Le groupe Robert Bernard, là, c'est plus de 350 véhicules qui roulent. Là-dedans, des camions de service, là, on va dire camionnettes ou petits cubes là, 12 pieds, là, comme on voit là, pour les livraisons. Équipés pour faire crevaison ou changement de pneus d'un camion poids lourd. Mais après ça, on va avoir tous les équipements là, avec, on va appeler ça des camions plus service, là, avec des mâts là, télescopiques pour être capable de faire de la manœuvre. Là, on va tomber dans 40 quelques véhicules là, qui se promènent. Le service va faire souvent chez le client. Vous comprenez que un loader ou une excavatrice, là, ça se transporte mal puis c'est pas rapide. Fait que tout à fait. Plus simple pour nous de se déplacer de se déplacer chez les clients. Puis les gens aussi, là, on le voit pas bien, mais on a construit une nouvelle entrepôt ici à Granby, là, sur la rue Vanney l'année passée. Oui. Puis c'est un entrepôt, dans le fond, c'est 45 000 pieds carrés. Puis dans ce commerce-là, dans cette bâtisse-là, c'est uniquement des pneus commerciaux. Donc, c'est juste du poids lourd, des camions, des gros. Quand même. Il n'y a pas d'automobile, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a aucun pneu pour le secteur automobile. Oui. Oui, Steve, vas-y.
Ah, mais je m'en allais juste dire que ça continue d'évoluer. Tu sais, aujourd'hui, même, tu sais, justement, des technologies que les gens connaissent pas, mais quand on parle de services routiers, il y a quand même, nous, tout le département poids lourds, les transporteurs font quand même régulièrement des crevaisons sur la route parce qu'ils frappent n'importe quoi, un nid de poule, peu importe c'est quoi, mais eux sont sur la route continuellement. Donc, on a une nouvelle technologie, justement, qui existe aujourd'hui, là, ou ce qu'on appelle Atrium, puis qui est une similitude d'intelligence artificielle que les gens peuvent aller par... Tu sais, les compagnies de transport vont sur le site, puis ils rentrent leur localisation, puis le véhicule, puis c'est l'ordinateur qui nous rejoint, puis qui s'assure qu'on fait le suivi avec eux, puis mais ça nous appartient. Mais je veux dire, wow. ça accélère énormément le processus. Pour les compagnies de transport, là, un appel comme ça peut prendre normalement, quand ils passent par des systèmes téléphoniques, 10-15 minutes facilement. Puis aujourd'hui, normalement, avec notre nouveau système, on réussit à rejoindre ces gens-là en moins de 1 minute et demie, 2 minutes. Wow. On leur fait économiser beaucoup de temps sur cet aspect-là. Ça, c'est quelque chose que vous avez mis sur pied, là, aussi. En fait, c'est quelque chose qu'on travaille conjointement avec une autre compagnie en Ontario. Oui. Donc, ce qui est le fun, c'est que aujourd'hui, même pour nos clients, on est capable de leur offrir le service en Ontario, vers l'Ouest canadien, puis au Québec. Donc, peu importe ils se déplacent où, ils peuvent l'utiliser. Fait que ça, c'est un grand plus aussi. Puis, pour revenir aux dernières acquisitions, là, le dernier que vous avez annoncé il y a quelques semaines, parlez-nous de ça. C'était quelque chose que vous aviez en vue. C'est une volonté qui est de servir encore mieux, d'aller dans vos valeurs? Et en vue, peut-être pas spécifiquement eux en vue, on avait un plan d'expansion. Dans le fond, dans notre plan stratégique d'entreprise, on voulait grandir. Évidemment, grandir dans notre domaine, là, ça va par acquisition. Oui, on peut grandir notre volume en vendant plus dans chacun des commerces. C'est viable, mais la vitesse reste quand même pas très, très rapide. Donc, on savait qu'il fallait passer par acquisition. Dans notre plan stratégique, on avait aussi eu beaucoup de discussions sur le type de commerce qu'on voulait acquérir, qui allait être le plus efficace et synergique avec le groupe qu'on avait. Mm-hmm. Donc, le groupe de GBM en Abitibi, dans le fond, c'est des gens avec qui on avait déjà des contacts. On leur fournissait des pneus de notre usine de réchappage depuis déjà des années. On a des partenariats avec la vente de pneus économiques de camions qu'on faisait déjà avec eux. Fait qu'on a déjà une belle relation. On avait déjà ça avec eux. Là, de fil en aiguille, avec des discussions avec Steve, là, est venu le concept de dire hey, on pourrait peut-être vous acheter, seriez-vous ouvert? Faut comprendre que c'est une famille aussi en affaires. C'est maintenant, c'était le GBM, c'était 3 messieurs, Gérald, Bertrand, Maurice. Aujourd'hui, c'était juste Maurice avec ses 2 fils et un groupe d'actionnaires. Puis, dès le début avec eux, dans le fond, ce qu'on a mis sur la table, c'était de dire, nous, là, on a beaucoup de respect pour votre entreprise. Fait qu'on va faire ça à un rythme respectueux. Fait qu'il y avait pas on s'était jamais mis un deadline, on n'avait pas de pression à mettre. Puis tout le long de la négociation avec eux, là, ça a été un super de beau processus. Puis la synergie de leur entreprise, c'est qu'on fait l'acquisition d'un département qui est le secteur minier. Ils font du camion, ils font de l'automobile. Ce bout-là, on est très similaires. Mais le secteur minier, c'est vraiment quelque chose qui avait quelque chose de spécial chez eux. Puis ben, pour nous, là, de faire l'acquisition de cette expertise-là, d'amener nos forces, de prendre leurs forces, puis de faire quelque chose de mieux. Parce que pour nous, c'est toujours dans une acquisition, c'est pas juste nous qui apportons quelque chose. Il y a quelque chose de très bon dans cette entreprise-là. Fait qu'on va aussi l'amener chez nous si on peut s'améliorer nous-mêmes. Puis c'est comme ça là, qu'on a travaillé avec eux. Là, puis ça va nous aider dans plein de domaines et on pourra nous aussi aider là-bas dans plein de sphères du domaine des pneus. Oui, je pense que vous avez eu ce réflexe-là aussi de pouvoir utiliser, dans le bon sens, profiter de l'expertise. Par exemple, quand vous avez acheté pour Matane et tout ça, c'est des gens qui avaient la bannière que vous avez pris, là, mais on sent que les gens qui étaient là avaient aussi une histoire de famille avec leur village. Puis ça, c'est comme, on dirait que ça rejoint aussi vos valeurs. C'est certain que ça rejoint nos valeurs. On est des gens de région, on aime le dire. Malgré que l'entreprise aujourd'hui a grandi, on reste comme ça. Puis pour nous, c'est super important d'investir dans les régions où on est. On a parti là, grâce à Audrey puis à Jessica, l'idée des manteaux d'hiver il y a quelques années. Là, maintenant, quand même pas mal d'années. Puis on en est, on déploie des manteaux partout, on s'assure de faire partie de toutes les communautés où ce qu'on est. Pour nous, c'est important. C'est là que les clients ils nous encouragent puis qu'ils nous font vivre. Puis on voulait s'assurer aussi de pouvoir respecter nos valeurs,
Mais dans toutes les acquisitions, la plupart du temps, vers où on va, c'est des commerces qui ont les mêmes valeurs que nous pour justement être capable de continuer d'avancer puis de voir les mêmes visions puis de dire hey, on va continuer de faire avancer. Ça va faire des beaux merges et non des merges, des acquisitions de confrontation. Tout à Parce fait. que la base elle reste quand même assez similaire. Il y a toujours des changements, il y a toujours des choses parce qu'on s'entend que dans une acquisition, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Mais déjà, quand la base fondamentale est assez similaire, ça aide à avancer puis à faire que la transition se fait de façon simple et efficace. Là, vous êtes en train de perpétuer cet héritage familial-là. Il y aura une 4e génération éventuellement. J'ai le goût de revenir à quand vous aviez pris votre place. Comment ça s'est passé avec Gérard, avec Jocelyn, pour que vous ayez votre place? Est-ce que vous avez dû un peu défoncer des portes? Est-ce que vous avez dû attendre? Comment ça s'est passé? Ben non, ça a été hyper facile. Dans le fond, quand on a parlé à Gérard et Jocelyn de vouloir reprendre l'entreprise... Ils sont partis le lendemain, ils nous ont dit merci. Non, je vous avoue que... Et là, peut-être qu'il peut y avoir une nuance là, entre Steve étant le fils de Jocelyn et moi étant le gendre de Gérard. Chacun, on avait probablement nos challenges là-dedans. On a eu plusieurs discussions, Steve et moi. Longtemps, on s'est dit que ensemble, on était prêts à le faire. Je crois que je pense pas que indépendant un de l'autre, on aurait peut-être pu le faire, mais j'avoue aujourd'hui, et je le recommande fortement aujourd'hui, c'est le fun d'avoir un partner. C'est vraiment plaisant parce que je vais vous avouer que dans une période difficile, quand t'es un chef d'entreprise, d'en parler, ça fait du bien, comme n'importe quoi dans la vie que tu voudrais parler. Fait que cette décision-là, en tout cas, moi, je la regrette vraiment pas aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'on ait décidé ça ensemble. Fait qu'on on a eu plusieurs rencontres. Pour nous, était clair. Il me semble que notre processus il était bon. On pouvait s'asseoir à avoir quelque chose de très concret, d'expliquer, puis ici. Mais c'était pas toujours efficace et fonctionnel. Jusqu'au jour, et je vais passer la parole à Steve, parce que c'est pas mal lui qui a eu le déclic à ce moment-là. Fait que... à un moment donné, Steve a eu un déclic, puis je vais te passer la parole, Monsieur Steve. Ouais, ben, en fait, le bout le plus dur, je pense, dans une famille en affaires, parce que le titre, puis c'est vraiment de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 types de relations. Il y a la relation d'affaires, mais il y a aussi la relation familiale qui est en arrière, paternelle, fils. Dans le cas présent, on a gendre aussi, tu sais, beau-père. Puis... il y a tout le temps un aspect de respect là-dedans, puis il y a 2 visions. Il y a la vision des repreneurs, il y a la vision des cédants à l'intérieur qu'il faut respecter. Fait qu'à un moment donné, on était rendu au point de dire, ben là, ça passe ou ça casse, il faut qu'on avance, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis, on a eu la chance de discuter parce que ça faisait quand même longtemps qu'on avançait dans le sujet. Puis, on s'est rendu compte que le bout le plus dur, c'était justement l'aspect émotionnel de passer au travers. C'est pas tant l'aspect financier, ça, on s'entend, c'est des mathématiques, on check, puis on finit par trouver une solution. Puis c'est celle-là, peu importe laquelle, il y en a plein des possibilités. Les banquiers sont là pour vous appuyer, les comptables, fiscalistes, ainsi de suite. Ça, c'est facile. L'aspect émotionnel, on dirait que c'est la face cachée, la plus complexe à essayer de régler. Puis, c'est sur ce côté-là qu'on a décidé de s'attaquer. Donc, on a rencontré 2 firmes, 3 firmes en fait, mais on a sélectionné 2. C'est vraiment des firmes, juste pour vous donner un peu le nom de celle qui a été choisie à la fin, qui s'appelle Harmonie Intervention, qui sont en fait des psychologues industriels, si on peut dire comme ça. Ben là, c'est une accompagnatrice. Mais on a présenté 2 firmes à Jocelyn et à Gérard en leur disant, écoutez, on s'en vient, donnez-nous 1 heure. S'il vous plaît, parlez pas. On va vous expliquer le process qu'on voudrait avoir avec vous, puis comment ça devrait fonctionner, puis qu'on espère que ça pourrait fonctionner. Puis, vous nous reviendrez dans une semaine avec ce que vous en pensez. Puis, on leur a présenté l'idée d'être accompagnés d'une firme comme ça pour en discuter. Puis, là, de fil en aiguille, ils ont fini par choisir. On leur a dit, gars, nous, ces 2 firmes-là, c'est des A+. Donc, prenez-en une des 2. On va vivre avec votre choix parce que nous, on a déjà choisi les 2. Puis, ils ont choisi Harmonie Intervention. Fait que ça a été, je pense, le grand début.
du transfert, dans lequel là, on a vraiment appris à discuter. Ouais. Mais, puis là, je vais parler comme ça, parce qu'aujourd'hui, on l'a appris, mais de parler du conflit constructif, donc d'éliminer les non-dits. Puis dans la famille en affaires, c'est souvent beaucoup de choses comme ça. J'ai pas envie d'en parler parce que je ne sais pas s'ils vont être contents ou pas contents. Ils géreront ça tantôt. Peu importe laquelle façon vous voulez le voir. Mm-hmm. Chez nous, on a eu la chance d'avoir 2 cédants qui étaient ouverts à l'idée. Puis, mais ça aide énormément parce que ces gens-là, justement, éliminent un peu l'aspect émotionnel. On ne discute pas nécessairement un envers l'autre. On discute d'un sujet avec cette personne-là, tous ensemble. Donc, ça crée beaucoup moins de friction entre les 2 ou les 4. Ouais. Puis, ça l'a aidé vraiment à faire cette transition-là. Puis aujourd'hui, Sylvie, que je recommanderais à n'importe qui a une famille en affaires puis qui est dans un processus similaire, continue de nous suivre pour intégrer la 4e génération. Ah oui. Ouais. Effectivement. Ouais. Ouais. On a même, c'est drôle parce que ça donne bien, parce que hier, c'était le kick-off de justement, là, Patrick et Steve vivent ce que Jocelyn et Gérard ont vécu il y a quelques années. Ouais. Puis dans le fond, on essaie d'apprendre là-dedans. Fait qu'hier, on a lancé, dans le fond, le comité des impliqués chez Robert Bernard, qui sont justement les gens de la 4e génération qui travaillent dans l'entreprise, qui, eux veulent en apprendre plus, veulent comprendre un peu c'est quoi. Fait que c'est comme je vous dirais, un genre de stage où ces gens-là, ils sont capables de venir. Présentement, c'est Evan et William, les 2 garçons de Jessica, qui sont dans l'entreprise. Fait qu'il y a une première rencontre avec eux. Je pense que ça a été très constructif, justement, de pouvoir parler de... Dans le fond, je pense que ce qu'on va faire pendant les prochaines années, c'est justement discuter et enlever ces non-dits-là, parce que là, on aura appris là-dedans. Puis justement, les préparer. Steve et moi, quand on a repris l'entreprise à la tête de l'entreprise, on s'était donné un peu aussi comme objectif de laisser la place. Gérard et Jocelyn, ils ont travaillé fort. Aujourd'hui, quand on leur parle, est-ce qu'il y aurait, exemple, mon beau-père qui est parti peut-être un peu plus vieux, est-ce qu'il aurait pu partir plus tôt si nous, on avait été prêts? Là, il est arrivé des circonstances qu'on a vendues des entreprises que c'était peut-être pas le bon moment. Mais nous, on voulait se donner la place aux gens, ou au moins qu'il y ait l'opportunité de prendre une place avant que nous, exemple, on ait 70 ans. Fait que, ça prépare tout. Exactement. Fait que c'est pour ça que ce comité des impliqués-là, puis c'est le fun parce que Evan Racine, dans le fond, qui est directeur ici au commerce sur la rue principale à Granby, est le leader du comité avec Sylvie, s'occupe de ça. Puis, en tout cas, moi, hier, super belle rencontre. Puis c'est le fun de voir leur intérêt. Mm-hmm. C'est le fun, nous, de pouvoir partager là, tout à fait. avec eux tout ça. Puis là, ben les enfants de Steve sont plus jeunes. Mes enfants, pour le moment, ils sont pas rendus à l'âge non plus d'être impliqués, mais... Ça se pourrait. C'est parce que ça leur ouvre une porte de pouvoir venir. Là, fait que, Tout à fait. Wow. on est bien contents. En tout cas, on a entendu ce que vous recommanderiez comme affaire, comme famille en affaires. On vous demande tout le temps, à la suite de ce balado, quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner. Bien, vous avez parlé tantôt d'humilité, vous avez parlé, entre autres, de cette espèce de rencontre avec une personne qui vient enlever le côté émotif. Y a-t-il d'autres conseils que vous avez envie de donner? Je pense que je vais donner le même conseil que j'ai donné hier en fin de journée. Puis ça en lien avec nos valeurs, mais l'écoute, soyez pas gênés de poser des questions. Puis, je vais le dire en anglais, là, c'est le walk the talk. Là. Dans le fond, là, faites pas juste parler, faites-en des choses. Puis les gens, là, votre respect, vous allez le gagner, la génération 4. Puis ça, là, quand tu le gagnes, ton respect, tu vas le garder. Mm-hmm. C'est ça qui va être le plus fun. Puis aujourd'hui, avoir allé Evan et William, même avant la rencontre d'hier, tu vois que c'est déjà dans leurs valeurs. C'est déjà des gens qui veulent faire les choses. Ils n'ont pas envie d'être là parce que papa, maman, mon oncle, peu importe. Fait que ça, moi, je trouve que c'est déjà ancré dans leurs valeurs. Fait que on continue, on écoute, on parle, puis on reste ouvert. Là, ça va être le succès pour la prochaine génération. Puis toi, Steve? Pour ma part, là, je vais peut-être y aller plus pour l'aspect des sédans, mettons. Là. Mais, tu sais, suite à toutes les discussions qu'on a eues, tu sais, les commentaires qu'on recevait souvent, là, c'était qu'ils se sentaient, parce qu'on essayait de changer des choses, ou je vais plutôt dire, quand on dit changer, pour nous, c'est avec notre vision actuelle de comment on est. Fait qu'on entendait souvent, mais tout ce que j'ai fait, c'était pas bon. Puis c'est pas ça dans l'objectif d'un repreneur.
c'est de dire, hey, vous nous avez amené jusque-là. Moi, mon seul souhait, c'est de le prendre où ce que c'est là, puis de continuer de l'amener plus loin. Oui. Donc, quand on a cette ouverture d'esprit-là, puis qu'on élimine qui on est de la transaction, puis qu'on fait juste penser à l'entreprise, Ouais. ça aide énormément à refocuser que le challenge de l'entreprise est quand même d'évoluer. Fait qu'effectivement, il va y avoir des changements. Puis qu'il n'y a pas de mauvaise intention souvent en arrière des mots qui sont utilisés. Peut-être juste de la maladresse dans la façon dont c'est dit. Donc, je reviens avec le même conseil que j'ai dit. S'ils ont la chance, s'ils ont la capacité financière d'être accompagnés, je dirais que ça atténue tellement ça que puis ça permet de se concentrer sur les vrais objectifs de reprise de l'entreprise, admettons, que ça devient vraiment le fun. Ça change toute la perspective au complet. Tout à fait, c'est vrai ça. Oui. Puis de ne pas en avoir peur, parce qu'aujourd'hui, on a 2 cédants qui disent que, tu sais, c'était une de nos plus grandes fiertés aujourd'hui, mais qui disent, crème avoir su, on aurait dû faire ça avant. Tu sais, fait ouais. Tu sais, aujourd'hui, on fait comme, hey, c'est cool, c'est le fun. Tu sais, ça, c'est une belle réussite. Puis de voir qu'on est tous encore ensemble, puis qu'on a tous du fun encore autour de la table à discuter, puis d'amener l'entreprise. C'est ça. Ça n'a pas de prix. Exactement. Ouais. Et puis, vous la voyez où, l'entreprise, en 30 ans? Mettons qu'on rêve, là. Dans 30 ans? Oui. En 30 ans... Et si bol. Là, j'ai de la misère un peu à répondre parce qu'on a comme donné un coup de 10 en l'espace de 1. Fait que je fais juste m'imaginer si on fait ça à tous les 4-5 ans, ça peut être assez impressionnant. Mais je crois, là, avec ce que j'ai dit au début par rapport à M. Robert Bernard, dans 30 ans, il faut garder notre niveau de service, il faut garder la qualité de ce qu'on fait, il faut garder nos employés heureux. Puis la grosseur de l'entreprise sera ce que, mettons, sainement, on peut se permettre. Mm-hmm. Parce que demain matin, je trouve que c'est de dire on va être 100 magasins avec tant de chiffre d'affaires, avec tant d'employés. Si le reste n'est pas bon, employés malheureux, qualité de service pas bon, produit pas bon, il faut garder tout ça. Puis je crois que la grandeur de l'entreprise ou l'ampleur de l'entreprise, moi, je suis déjà très heureux aujourd'hui, puis je vais être heureux à toutes les fois qu'on va ajouter quelque chose si on garde ça. Mm-hmm. Fait que c'est un peu bizarre, j'ai pas un chiffre en tête. À date, à toutes les fois qu'on met un chiffre, de toute façon, on le détruit. Hier, on s'est rendu compte qu'on avait déjà battu le premier objectif. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça pour moi, là. J'ai pas une vision de chiffre clair. OK. Ouais, pour ma part, ça va être une continuité, mais je pense juste que Robert Bernard va s'être adapté, va être dans les mains de la 4e génération, va continuer d'évoluer en souhaitant peut-être avoir une 5e, puis va continuer de vouloir être un leader de l'industrie. C'est vraiment l'objectif. Je pense que Pat l'a vraiment bien dit. C'est ça nos valeurs. Fait que ça va continuer d'être nos valeurs projetées de l'avant, puis adaptées au marché. T'sais, on parle quand même de 30 ans. Dans les 30 prochaines années, avec l'évolution technologique, les transports, bien ainsi de suite. Qu'est-ce que ce sera? Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont s'adapter, ou ce que je souhaite, c'est qu'ils vont s'être adaptés à tout ce qui va changer, puis on va pouvoir continuer d'évoluer dans ce beau milieu-là qu'est le transport, que ce soit humain, automobile ou camion, marchandises. Ou voiture volante. Chose est sûre, c'est que moi, je vais être en retraite. Je vais être retraité. Oui, ça, moi aussi. Merci à vous deux. Présent dans la communauté de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, RBC Banque Royale est heureuse de vous avoir présenté Affaires de famille. Épargne, placement et conseils, RBC Banque Royale au service du bien-être financier des entreprises d'ici. Le balado Affaires de famille, une production M105.